Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Obergefreiter au sein du Panzerregiment de la première Fasching-Panzerdivision Hermann Göring à Rome en juin 1944. Avant de commencer, je tiens à remercier Parabellum Shop, partenaire de cette vidéo. Je vous invite chaleureusement à découvrir le lien de sa boutique dans la description. Il me faut ensuite rappeler certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas, malgré mes très nombreuses recherches, une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir la présentation d'un uniforme dont les insignes n'ont pas été censurés. C'est une volonté historique de ma part, pas de politique dans cette vidéo, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Et enfin, vous retrouverez la liste complète des éléments que je vais vous présenter dans la description avec le timing correspondant. Après l'échec africain, la division est reformée et renforcée de convalescents ou de permissionnaires dans la région de Naples dès fin mai 1943. Elle prend le nom de Panzerdivision Hermann Göring début juillet 1943. Elle est alors constituée d'un état-major divisionnaire, une brigade et 2 régiments de panzergrenadiers, un régiment de panzer avec 36 Panzer III et 4, 17 Tigres et 27 canons d'assaut, un régiment anti-aérien, un régiment d'artillerie blindée, un bataillon blindé de sapeurs, un bataillon blindé de transmission, un bataillon de la garde et des unités de support, d'entraînement et de remplacement. Elle est transférée en Sicile pour contrer l'opération Husky qui eut lieu le 10 juillet 1943. La Sicile est défendue initialement par 6 divisions italiennes, constituées uniquement de Siciliens d'origine, assez âgés, mal encadrés et mal armés, certains utilisant même de l'équipement de 1918. La Panzerdivision Hermann Göring a pour rôle d'épauler les restes de la 15e Panzerdivision, elle aussi liquidée en Afrique. Ces éléments contre-attaquent violemment la tête de pont américaine dans le secteur de Gela les 11 et 12 juillet, menaçant un temps de l'écraser. Les troupes se battent à 1 contre 10, avec des troupes pour la plupart inexpérimentées, avec uniquement quelques semaines de service. Mais elle doit finalement reculer et se replier sur Catane pour mener un combat de retardement pendant l'évacuation des troupes allemandes dans le cadre de l'opération Lehrgang, qui s'est tenue à partir du 11 août 1943, durant 5 nuits consécutives. Elle évacue l'île le 18 août 1943. La division est stationnée dans la région de Salerne quand le gouvernement italien se rend officiellement aux Alliés le 8 septembre 1943. Elle se charge donc de désarmer les troupes italiennes de la région. Le 9 septembre a eu lieu l'opération Avalanche, ou le débarquement à Salerne par les Alliés. Elle contre-attaque sans succès le 10 et 16 septembre, puis tente de ralentir au maximum les troupes ennemies, notamment en utilisant son bataillon de sapeurs qui ont détruit bon nombre de ponts et de bâtiments. Elle doit abandonner Naples le 1er octobre, après avoir subi de très nombreuses pertes, et se rétablit sur la ligne Gustave à la fin du mois. Elle est engagée par fraction dans les batailles de l'automne et de l'hiver 1943-44 sur le Volturno et le Garigliano. La division Hermann Göring est une de celles qui ont été officiellement reconnues pour crimes de guerre suite à des représailles sur les civils, effectuées à cette période après des actions des partisans locaux. Lorsque les Américains déclenchent l'opération Shingle le 22 janvier, les quelques éléments de la division disponibles dans le secteur de Rome s'y rendent pour fixer la situation, avec l'aide de la 3e Panzergrenadier et de la 4e division de Fallschirmjäger. Il se rejoint ensuite par le gros de la division Hermann Göring, qui stabilise le dispositif sur la tête de pont Anzio Nettuno. Les Alliés tentent alors une offensive pour passer au travers de la ligne Gustave, déclenchant la bataille pour le Monte Cassino de janvier à avril 1944. Le 15 février, les Alliés bombardent l'abbaye et la rasent, erreur stratégique que les Allemands utilisèrent à leur avantage, alors qu'à l'origine, le bâtiment n'était utilisé que pour abriter des réfugiés. L'abbaye et une partie de la ville furent dévastées et les Allemands s'y sont placés uniquement après la fin du bombardement. Heureusement, 2 officiers de la Panzerdivision Hermann Göring, le lieutenant-colonel Julius Schlegel et le capitaine Maximilian Becker, ont pu faire évacuer vers le Vatican les archives et trésors contenus dans l'abbaye juste avant le début de la bataille. Cela a permis de sauver 70 000 livres, 1400 manuscrits, des peintures de De Vinci, Titien et Raphaël, et les restes de la dépouille de Saint-Bénédicte. Le lieutenant-colonel Schlegel a passé quelques mois en prison après la guerre, suspecté de pillage par les Alliés, mais il fut libéré par le maréchal Alexander suite au témoignage des moines du Monte Cassino. D'autant plus que Schlegel a d'abord agi sans l'aval de sa hiérarchie, concentré sur les objectifs militaires uniquement. Alors que cette bataille touche à sa fin en avril 1944, la division est renommée en Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring, dirigée par le général-major
Wilhelm Schmalz, puis en Fachim-Panzerdivision Ein Hermann Göring un mois plus tard. C'est durant cette période que la division est envoyée en Toscane en vue de rejoindre la réserve mécanisée chargée de repousser toute tentative de débarquement allié en France. Mais lorsque les Alliés enfoncent la ligne Gustave à la mi-mai 1844, dans le cadre de l'opération Buffalo, la division est ramenée en urgence en Italie pour tenter de sauver Rome. Elle est alors constituée d'un état-major, de 2 régiments de Fachim-Panzergrenadier Regiment, d'un régiment de panzer, d'un bataillon blindé de reconnaissance, d'un bataillon blindé de fusiliers, d'un régiment blindé d'artillerie, d'un bataillon blindé de sapeurs, d'un bataillon blindé de transmission et d'un bataillon blindé de remplacement. La demande d'autorisation de déplacement de nuit uniquement a été rejetée et la division a perdu, en plus des dommages techniques, 20% des armes lourdes et 30% des véhicules de transport, ceci à cause des raids aériens. Ainsi, sur les 60 Panzer IV de la division, seuls 11 ont pu atteindre Rome. Les retardataires ont pu renforcer l'effectif, passant à 18 chars. Une grosse attaque alliée eut lieu le 1er juin, détruisant quasiment le Panzergrenadier Regiment II. Après cette attaque, il ne restait que 50% du personnel en état de se battre, avec 4 Panzer IV, 12 canons et 8 canons automoteurs disponibles. Rome a été déclarée ville ouverte le 4 juin pour éviter des destructions et fut prise le 5 juin 1944 par les Américains, qui voulaient absolument prendre la ville. Les Américains ont été jusqu'à utiliser leur police militaire pour pouvoir bloquer les forces britanniques au carrefour aux abords de la ville. Le 15 juillet, la campagne d'Italie s'achève pour la division, qui est déplacée de Florence à la Vistule sur le front de l'Est. La Panzerdivision Hermann Göring a combattu aux côtés des Italiens pendant toute la campagne de Sicile, mais la capitulation des troupes italiennes début septembre 1943 a changé la donne, les Allemands étant maintenant seuls contre les Américains, Anglais, Polonais, Français, Néo-Zélandais, etc. Malgré tout, la division arrive à tenir tête aux Alliés, mais finit par reculer et rapidement abandonner Rome pour éviter sa destruction, l'expérience de la destruction intégrale de nombreuses villes auparavant ayant marqué les esprits. Les troupes stationnées en Italie ont pu percevoir des équipements avec le camouflage italien Telo Mimetico, modèle 29, à partir de l'année 1844. Parmi ces éléments, un pantalon fut fabriqué dans les toiles de camouflage récupérées chez les Italiens, calqué sur le modèle tropical de la Luftwaffe. On retrouve ainsi la poche disposée sur la jambe gauche, poche suffisamment grande pour contenir des cartes ou d'autres documents et équipements pas trop lourds. Ainsi, notre soldat transporte, entre autres accessoires, un paquet de cigarettes, des allumettes et une boîte de munitions de 9 mm en supplément. Une martingale à l'arrière permet un serrage à la taille, et l'avant du pantalon se ferme par des boutons. Le bas du pantalon n'ayant pas d'élastique ou de patte de serrage, il est rentré dans les chaussettes ou directement dans la chaussure pour éviter que des éléments indésirables ne rentrent le long de la jambe. Il n'y a pas de passant pour une éventuelle ceinture, ni de boutons pour des bretelles. Mis en service en 1937, les brodequins cloutés sont devenus monnaie courante au fur et à mesure des restrictions sur le cuir. De plus, les brodequins étaient plus pratiques dans de nombreuses situations périlleuses, telles que la boue. Souvent portés avec des guêtres dans l'infanterie, les Panzertruppen n'ont jamais utilisé ce type d'accessoires, préférant rester simples. D'abord de couleur noire, ils sont passés en marron en raison des restrictions sur le cirage. Les lacets pouvaient être en cuir, mais aussi en coton, comme ici. La semelle est cloutée, le talon est ferré, et un fer pouvait également se trouver à l'avant de la semelle, pour améliorer la longévité de la chaussure. Des chaussettes réglementaires de l'armée allemande sont portées de manière visible pour blouser le pantalon à l'intérieur. Apparue à partir de juin 1943, la chemise M43 est venue remplacer la Tricot Hemd, en dotation depuis le début de la guerre. Il s'agit en fait d'une version de la chemise précédente, sur laquelle des poches de poitrine et des passants et boutons pour fixer des pattes d'épaule ont été ajoutés. La chemise peut s'ouvrir sur toute la longueur, ou seulement sur le torse, en fonction des fabrications. Le soldebourg et un portefeuille pouvaient être rangés dans les poches, fermés par des boutons en fer ou en carton compressé. Le soldebourg est le livret réglementaire du soldat. Le soldat porte une plaque d'identité sur laquelle le régiment d'engagement est gravé, ainsi que son matricule. Ici nous avons donc 61 278, correspondant au code attribué à la 3e compagnie du Fallschirmjäger Regiment 4, dans la 1re Fallschirmjäger Division, et le matricule de notre soldat est le 158. Les personnels de la Fallschirmpanzer-Division ont perçu des Sonderbekleidung dès la création du régiment de Panzer dans la division. Ainsi ces Panzerjacke étaient similaires à celles de la Heer, avec la même coupe, le même drap de laine. Seuls les insignes changèrent. Nous reconnaissons ici une vareuse 2e modèle, mais sur laquelle un liseré blanc, couleur spécifique pour les personnels de la Hermann Göring, a été apposé sur le pourtour du col. Le blouson se ferme avec le rabat droit qui vient se placer sous le rabat gauche, et les deux se verrouillent au moyen de boutons réalisés en plastique. Des pattes de colle blanches pour la Hermann Göring, surmontées d'une tête de mort, viennent se placer sur le col. Ces pattes ont été mises en circulation après le 2 avril 1943. Les pattes d'épaule ont la couleur rose des Panzers, couleur mise en place à la même date que les pattes de colle. Un aigle Luftwaffe spécifique pour les Panzers, donc sur fond noir, est placé sur le côté droit de la Panzerjacke. Notre caporal-chef a son brevet de part en version brodée. Cette version a été supprimée en 1942, mais nombreux furent les soldats à le garder. Il a également l'insigne de combat au sol de la Luftwaffe, instauré le 31 août 1942 par Göring.
Notre soldat est un Obergefreiter, comme l'indique son grade sur le bras gauche, avec une tresse normalement spécifique pour la Luftwaffe, mais qui est ici un grade initialement fabriqué pour les Waffen-SS. Une bande de bras spécifique pour les personnels de la Hermann Göring est installée à 15 cm du bas de la manche droite, ici le modèle sur fond bleu, spécifique pour la troupe et les sous-officiers. Il a également la croix de fer seconde classe qu'on retrouve sur la boutonnière de sa vareuse. Le calot spécifique pour la division Hermann Göring a été mis en place à partir du milieu de l'année 1942 et est distribué à tous les équipages disposant du Sonderbekleidung noir. Sa coupe est identique au modèle M40 de Fliegermutter de la Luftwaffe, mais en version noire, modèle aussi utilisé par les Waffen-SS. L'insigne devrait être sur fond noir, car fabriqué spécifiquement pour cette coiffure, mais il pouvait arriver qu'il y ait des pénuries, d'où l'utilisation ici d'un insigne de calot sur fond gris-bleu. La cogarde tricolore se retrouve sur l'avant, sur fond noir, identique au modèle de la Heer. Certains personnels de la Hermann Göring, qui étaient précédemment dans la Heer, pouvaient conserver les insignes d'origine, mais cela n'était pas réglementaire et les insignes ont été changés dès que possible. La casquette modèle 43 est adoptée dans la Luftwaffe à partir du 27 septembre 1943. Destinée à venir remplacer le calot M40, elle vient finalement la compléter, le calot restant plus pratique dans les blindés. La casquette noire des Panzers est identique à celle de la Heer, seuls les insignes ont changé. Un aigle spécifique pour les Panzers de la Luftwaffe, donc sur fond noir, est placé sur l'avant, et une cocarde est placée juste en dessous, cachée par le bandeau, fermé par deux boutons. Ce bandeau peut venir se placer sous le menton pour pouvoir protéger les oreilles contre le froid. Une tête de mort, réalisée en fer, spécifique pour les troupes élites de la Waffen-SS, est placée sur le côté gauche de la casquette. Personnalisation pas du tout réglementaire, mais qui pouvait se retrouver sur le terrain. Notre Obergefreiter n'a pas à disposer d'équipement autre que ceux réservés à sa protection en cas d'attaque au combat rapproché. Le reste de l'équipement était dans le char ou dans le sac à dos qui peut être stocké dans des camions, semi-chenillés ou directement sur le blindé. Notre caporal-chef porte un ceinturon en cuir noir, utilisé par la troupe et les sous-officiers, qui se ferme par une boucle en acier spécifique pour la Luftwaffe. Cette boucle comporte l'aigle allemand de la Luftwaffe, encadré par des feuilles de laurier. Sur le côté gauche est placé un holster de P38, réalisé en cuir noir. Il s'agit du gros modèle, plus encombrant, mais protégeant mieux le pistolet. Un chargeur supplémentaire de 8 cartouches est stocké dans l'étui. Dans le holster est placé le Walther P38, pistolet réglementaire de l'armée allemande, arrivé en 1940 en grande quantité. Il était censé remplacer le Luger P08, mais n'a fait que le compléter, les deux ayant été conservés jusqu'à la fin de la guerre. Il fut fabriqué majoritairement par Walther, mais il y eut aussi des exemplaires réalisés par Mauser et d'autres par Spielwerk. Il y eut environ 1 million de P38 fabriqués entre 1939 et 1945. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de chez WO, vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description de cette vidéo. Arrivé en 1941 pour remplacer son prédécesseur, le modèle KMFA, le Hals Microphone KMFB permettait une communication orale directe avec le chef de char, ainsi qu'au reste de l'équipage, bien que le radio ne soit pas prioritaire dans les communications avec le pilote. Le laryngophone est constitué d'un arceau muni de 2 micros, posés sur la gorge du Panzertrooper. Les micros sont reliés à un boîtier central permettant d'ouvrir la fréquence grâce à un bouton latéral. L'ensemble est branché au blindé grâce à une prise 3 pattes, mise en service lors du changement du modèle de laryngophone en 1941. Le bouton latéral du boîtier peut se verrouiller pour rester en fréquence ouverte constamment, pour avoir les mains libres par exemple, et le bouton sur l'avant permet de relâcher ce verrouillage. La parole étant gérée par le laryngophone, il fallait pouvoir entendre celle des autres. Ainsi, les écouteurs spécifiques pour les tankistes, le Panzerkopfhörer, fut mis en place dès 1935 avec le modèle DFHB pour Doppelfernhörer B. Il avait une résistance de 2000 ohms et était mis à disposition tout d'abord pour le radio. Mais c'est le modèle DFHD qui était fourni aux pilotes et aux chefs de char, qui avait une résistance de 54 ohms. C'est en 1941 que furent uniformisés les équipements audio avec la venue de l'intercom Panzerkasten 20, et tous les postes ont alors reçu le Panzerkopfhörer DFHB, avec la résistance de 2000 ohms. Les caoutchoucs à l'origine orange ont été passés en noir pour signaler la conversion de tout un char. Ces pads permettaient d'insonoriser au maximum les écouteurs pour permettre une écoute optimale, même dans un blindé faisant beaucoup de bruit. C'est pour cela que les Panzertruppen décalaient souvent les écouteurs lorsqu'ils sortaient la tête du blindé, ceci pour entendre les sons extérieurs. Il existait plusieurs modèles de lunettes dans l'armée allemande, mais les plus répandus étaient les Windschutzbrillen, à la fois utilisées par les pilotes de la Luftwaffe, motards, mais aussi par les équipages de chars. Mais ces lunettes sont indispensables pour se protéger de la fumée, de la poussière et du sable éventuellement projeté par le véhicule devant si la trappe du char est ouverte. Une rondelle entre les deux yeux permet de régler l'espacement entre les verres, et un caoutchouc gris ou noir permet d'assurer une protection optimale. Le sac à dos modèle 31 fut fabriqué pour toute l'armée allemande, mais une version par la Luftwaffe fut développée. Tout d'abord avec des cuirs de couleur brun, ceux-ci ont été passés en noir dès le début de la guerre, pour aller avec le changement des couleurs de cuir des personnels de la Luftwaffe. Réalisé entièrement en toile forte bleue, il est porté dans le dos grâce à des bretelles inspirées du brelage léger de la Luftwaffe.
Une des bretelles peut s'accrocher grâce à un passant réglable, l'autre est juste glissée dans un gros clou pour permettre d'enlever rapidement le sac en cas d'urgence. Le sac peut, pour une disposition de route, s'accrocher au brelage et aux passants des porte-chargeurs ou cartouchières. Des passants sont disposés à l'extérieur pour y accrocher des sangles rapides et ainsi transporter le manteau ou une couverture. Il s'agit d'une excellente reproduction de chez Luftwaffe Supplies. Sur le sac à dos M31, 2 poches externes permettent de transporter du contenu supplémentaire et l'intérieur du sac est compartimenté en 3 grâce à 2 séparations. Le tout se ferme par un lacet blanc, puis un rabat fermé par une sangle en cuir. Notre soldat vient tout juste de percevoir cet équipement, qui n'était pas prévu pour le combat, d'où son aspect neuf. Des équipements pouvaient être également accrochés sur le dessus du sac grâce aux 4 pattes en cuir disposées pour recevoir des sangles rapides. L'ensemble présenté ici n'est pas très représentatif des équipages de Panzer en Italie, mais la fin de la guerre approchant, les personnalisations étaient de plus en plus fréquentes. C'est au printemps 1942 que notre Schütze intègre son premier régiment, le Fallschirmjäger Regiment 4, au sein du 3e bataillon. Ainsi, la plaque d'identité qu'il a autour du cou a le matricule du bataillon, 61 278, et son propre matricule d'engagement, 158. Le régiment est établi en Normandie et il reste jusqu'à la fin de la formation du parachutiste, avant d'être transféré en Allemagne. En octobre 1942, le régiment est envoyé avec la 7e Flieger Division dans la région de Vitebsk et est placé sous le commandement du 6e corps d'armée. Notre soldat connaît ses premiers affrontements dès la fin du mois et est confronté à la contre-offensive russe sur Vitebsk et Smolensk en décembre 1942, ceci malgré des conditions météorologiques défavorables. Il devient Gefreiter durant cette période, après avoir gagné des affrontements contre les soviétiques à l'aide de son Mauser Artunotsichka. Il obtient la croix de fer seconde classe en février 1943 pour acte de bravoure. Le bataillon est rapatrié en France en mars 1943 et la 7e Flieger Division, dont fait partie le 4e régiment, est renommée en première division de Fallschirmjäger le 1er mai. La division est déplacée dans le secteur d'Avignon pour être utilisée comme réserve opérationnelle pour le front sud. La division rejoint ensuite Rome par train le 10 juillet 1943 pour répondre au débarquement en Sicile des Alliés. Il était prévu que les 1er et 3e bataillons soient parachutés en Sicile. Ils ont donc été déplacés à Naples via chemin de fer. Mais l'opération aéroportée a été annulée et les parachutistes sont envoyés en Sicile par avion pour qu'ils opèrent comme troupes au sol. Ils ont pu combattre aux côtés de la division Hermann Göring, ceci jusqu'en août 1943, date à laquelle l'île a été évacuée. Les Alliés débarquent en Italie le 9 septembre 1943, lendemain de la capitulation des Italiens, et c'est à cette période que notre Gefreiter est transféré dans la division Hermann Göring, au sein du Panzer Regiment, et devient donc pilote de Panzer IV, tout en gagnant le grade d'Obergefreiter. La division recule petit à petit, perdant Naples le 1er octobre, puis Monte Cassino en avril 1944. Il est envoyé, avec le reste de la nouvelle Fallschirmpanzer Division Ein, Hermann Göring, en Toscane, mais est remobilisé vers Rome à la mi-mai pour contrer l'opération Buffalo. Son blindé fut touché par les bombardements aériens, et il dut donc continuer comme combattant à pied. Il est finalement capturé par les Américains le 5 juin 1944. Lors de leur arrivée à Rome, notre soldat s'étant perdu lors de l'évacuation de la Fallschirmpanzer Division Ein Hermann Göring. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier encore Parabellum Shop et Luftwaffe Supplies pour leur précieux soutien. Là aussi, vous retrouverez les liens de leur site dans la description de cette vidéo. Et si vous aussi vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee. Là aussi, le lien se trouve en bas, ou même en devenant souscripteur de la page YouTube. Ainsi, vous pourrez avoir quelques avant-premières et m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Pas comme ça que tu vas baiser des meufs, hein. Baiser, 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 baiser.